Ce matin-là, vêtue d'un t-shirt ordinaire et d'un jean clair, personne n'aurait pu imaginer que cette femme à l'allure banale, poussant un caddie comme tout le monde, était capable d'atteindre une cible à plus de 800 mètres. Margot aimait se sentir anonyme le week-end. C'était le moment où elle pouvait être une personne ordinaire, faisant des choses simples comme choisir entre différentes marques de lessive ou décider si les tomates étaient en mûres à point pour être achetées. Elle se trouvait au rayon des produits laitiers, regardant les prix des différentes marques de yaourt. C'était devenu une habitude depuis qu'elle vivait seule et gérait son propre budget. C'est alors que le haut-parleur retentit dans tout le supermarché. La voix d'une femme, agréable et joyeuse, se démarqua au milieu du brouhaha des conversations, du bruit des chariots et du tintement des caisses enregistreuses. « Bonjour, chers clients du Supermart. Margot Santos, veuillez vous présenter à l'accueil. Margot Santos, service clientèle. » Elle resta immobile pendant un moment. Quelqu'un l'appelait très fort pour que beaucoup de gens l'entendent. Margot n'était pas quelqu'un qui aimait être au centre de l'attention. En fait, elle préférait rester discrète. Dans son travail, ne pas se faire remarquer pouvait faire la différence entre réussir ou échouer une mission. Son cœur se mit à battre plus vite. Ce n'était pas par peur, c'était par grande curiosité et un peu d'inquiétude. Avait-elle oublié de payer une facture? Sa carte avait-elle été copiée et essayait-il de vérifier un achat étrange? 1000 idées se bousculaient dans sa tête, habituée à anticiper les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Elle laissa son chariot là, entre les yaourts et le lait écrémé. Puis, elle s'est dirigée vers le comptoir d'accueil d'un pas ferme et assurée. Elle marchait de la même manière lorsqu'elle se rendait à une réunion à la base militaire. Les gens ont commencé à la regarder avec intérêt. Il n'était pas courant d'entendre quelqu'un être appelé par son nom dans le haut-parleur d'un supermarché. Certains clients ont interrompu ce qu'ils faisaient pour observer discrètement le déroulement de cette situation étrange. Le comptoir d'accueil se trouvait au milieu du supermarché. C'était comme un petit îlot entouré de hautes étagères remplies de divers produits. Derrière le comptoir, une jeune employée d'une vingtaine d'années, les cheveux attachés en queue de cheval et un grand sourire aux lèvres, tenait quelque chose dans ses mains. Lorsque Margot est arrivée et a dit « Je m'appelle Margot Santos », la jeune fille s'est montrée très enthousiaste. « Mon Dieu, quelle joie! Bravo, madame! Vous êtes la gagnante du tirage au sort du Supermart de ce mois-ci. » L'employée sautait presque de joie, comme si elle avait gagné le gros lot. « Vous venez de gagner cette magnifique voiture qui est garée juste devant. » C'est à ce moment-là que Margot a vu l'objet doré qui brillait dans la main de l'employé. Une clé est un objet qui sert à ouvrir ou fermer des serrures. Ce n'est pas une simple clé, comme celle que vous utilisez pour ouvrir la porte de votre maison. C'est une clé spéciale, plus lourde, avec des parties métalliques brillantes qui reflétaient les lumières du supermarché. Suivant le doigt de l'employé, elle regarda par les grandes baies vitrées à l'entrée du magasin. Elle vit quelque chose qui fit s'arrêter son monde pendant quelques secondes. Là se trouvait une Lamborghini Huracan rouge, brillant sous le soleil matinal comme un magnifique bijou. Le rouge était si intense qu'il semblait dégager de la chaleur. Les détails brillants qui reflétaient la lumière attiraient l'attention de tout le monde, les faisant s'arrêter et regarder avec admiration. C'était le genre de voiture qu'elle n'avait vu que dans les films hollywoodiens ou dans les magazines de voitures de luxe. Elle regardait ces magazines quand elle avait du temps libre au kiosque à journaux. Margot Santos a grandi dans un endroit où avoir sa propre voiture était considéré comme une grande réussite. Elle s'était battue pendant des années pour acheter sa berline d'occasion. Margot avait économisé chaque centime pour payer les mensualités de sa maison. Maintenant, elle regardait une voiture qui coûtait plus cher que ce qu'elle gagnait en 3 ans de travail. Elle remarqua l'ironie de la situation. Le jour où elle faisait quelque chose de très banal, comme acheter de la nourriture pour la semaine, la vie lui réservait une surprise qui allait bouleverser sa situation financière. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle prit la clé. Elle était lourde, solide, réelle. Ce n'était ni un rêve ni une blague. Pendant un instant, toutes les douleurs dans son dos, toutes les nuits où elle s'était réveillée avant l'aube pour s'entraîner dur, et toutes les fois où elle avait dû prouver qu'elle valait 2 fois plus que ses collègues masculins, tout cela semblait avoir un sens. C'était comme si l'univers reconnaissait enfin son travail acharné, son dévouement et sa force pour continuer. En sortant du supermarché, serrant la clé comme un trésor, Margot ressentait un mélange de joie et de surprise. D'autres personnes ont commencé à se rassembler près des vitrines. Ils voulaient voir la voiture et découvrir qui était l'heureux gagnant. Les gens commentaient autour d'eux « Quelle chance !» C'était écrit. Imagine, tu vas acheter du lait et tu rentres chez toi avec une voiture de luxe, une Lamborghini. Quand elle est enfin sortie du supermarché, la chaleur l'a envahie comme une vague, mais elle ne l'a presque pas remarqué. Vous étiez totalement concentré sur la voiture qui vous appartenait désormais. Les portes s'ouvraient vers le haut, comme les ailes d'un oiseau. L'intérieur était entièrement recouvert de cuir noir de haute qualité. Le tableau de bord numérique semblait sortir tout droit d'un film de science-fiction. Des voyants clignotaient lentement,
indiquant que la voiture était prête à rouler. C'est à ce moment de bonheur intense, alors que Margot s'apprêtait à réaliser le rêve de tout fan de voiture, faire son premier tour dans une Lamborghini, qu'elle n'a pas vu la personne qui s'approchait derrière elle. Vous n'avez pas remarqué le regard envieux et dubitatif qui la fixait. Vous ne pensiez pas que ce moment de victoire serait le début d'un combat qui changerait votre vie à jamais. Si, comme Margot, qui souffrait de douleurs au dos et aux articulations tous les jours dans son travail de soldat, vous ressentez également ce type de douleur et que cela vous empêche de profiter des bons moments de la vie, ne laissez pas cela interférer avec vos victoires. Découvrez Balmorex Pro. Il s'agit d'un nouveau produit qui aide à soulager les douleurs dorsales et articulaires de manière naturelle et efficace. La formule était simple, créée par des experts et agissait rapidement. Les douleurs qui gênaient l'acteur au niveau de la colonne vertébrale et des genoux ont commencé à disparaître dès les premières semaines. Ce qui a le plus attiré son attention, c'était la garantie. Elle pouvait l'essayer pendant 60 jours sans risque. Si cela ne fonctionnait pas, il lui remboursait son argent. Bien sûr, veuillez me fournir le texte que vous souhaitez que je paraphrase. Ce n'était pas un discours de vendeur, c'était une invitation à essayer de vivre autrement. Si vous souffrez de douleurs au niveau de la colonne vertébrale, du cou, du dos ou des articulations, Balmorex Pro peut vous aider. Cliquez sur le premier lien dans le commentaire épinglé pour acheter la solution à vos douleurs. Le policier Paul Rodriguez a commencé sa patrouille ce samedi matin en ressentant le même malaise que d'habitude. 17 ans de travail, 17 ans à porter cet uniforme qui lui apportait autrefois fierté et sens à sa vie. Mais aujourd'hui, cet uniforme pèse sur ses épaules comme le poids des frustrations accumulées. À 41 ans, il voyait des collègues plus jeunes être choisis pour de nouveaux postes. Pendant ce temps, il restait au même poste, effectuant les mêmes patrouilles aux mêmes endroits. Il était confronté aux mêmes problèmes qui ne semblaient jamais avoir de solution. Ce matin-là, alors qu'il conduisait sa voiture dans les rues encombrées du centre-ville, Paul était très irrité. La veille au soir, il avait reçu une nouvelle facture de carte de crédit qu'il ne pourrait pas payer en totalité. Sa femme lui avait une fois de plus fait remarquer de manière critique qu'il n'arrivait jamais à avoir de belles choses dans la vie. « Regarde la voiture de notre nouveau voisin », avait-elle dit en montrant par la fenêtre une BMW rutilante garée devant la maison voisine. « C'est bien de travailler dans un domaine qui rapporte vraiment. » Ces mots résonnaient encore dans sa tête, comme autant de petites piques qui blessaient sa fierté d'homme. Le salaire d'un policier, même après près de 20 ans de service, suffisait à peine à payer les factures courantes de la famille. Avoir sa propre maison semblait encore un rêve lointain. Conduire une belle voiture semblait réservé aux autres. Ces gens avaient fait des choix différents dans la vie. Ils étaient aussi nés avec plus de chance ou avaient eu plus d'opportunités. Paul participait toujours à toutes les loteries et promotions qui se présentaient. Il participait aux tombolas de l'église, aux loteries des centres commerciaux et aux promotions des supermarchés. Pendant de nombreuses années, il a rempli des coupons. Il espérait qu'un jour la chance lui sourirait. Il rêvait d'un changement dans sa situation financière. C'est pourquoi, lorsqu'il a vu beaucoup de gens se rassembler près du supermarché, il a été très intrigué. En tant que policier expérimenté, il savait repérer les situations inhabituelles. Tout groupe de personnes le mettait en alerte. J'ai ralenti et décidé d'aller voir ce qui causait tout ce remue-ménage. Il pouvait s'agir d'un accident, d'une bagarre ou d'un problème nécessitant l'intervention de la police. Il a arrêté sa voiture quelques mètres plus loin. Puis, il est revenu vers le groupe de personnes qui se trouvaient près de l'entrée du supermarché. C'est alors qu'il a vu quelque chose qui lui a donné un coup au ventre qu'il ne pouvait pas vraiment expliquer. Là, brillant sous le soleil comme une vision sortie de ses rêves les plus fous, se trouvait une Lamborghini Huracan rouge. Ce n'était pas n'importe quelle voiture de sport. C'était exactement le modèle qu'il avait vu maintes fois dans les magazines. Il avait même utilisé cette image comme fond d'écran sur son téléphone portable pendant des mois. Il l'avait montré à sa femme et lui avait dit « Un jour, j'aurai une comme ça ». La peinture rouge brillante de la voiture semblait prendre vie. Chaque partie du véhicule respirait la richesse et le prestige. Cela provoquait chez Paul un mélange difficile à définir de désir et d'envie. Les jantes en alliage coûtaient plus cher que ce qu'il gagnait en 2 mois de travail. Le système audio devait coûter plus cher que tous les meubles de sa maison. C'était le genre de voiture qui représentait tout ce qu'il ne pourrait jamais avoir avec l'argent qu'il gagnait en tant que fonctionnaire. C'est à ce moment-là qu'il vit qui avait les clés. Margot Santos était debout à côté de la voiture. Elle était encore sous le choc d'avoir eu cette chance. Elle regardait le véhicule avec un mélange de surprise et de joie véritable. Cependant, pour Paul, la scène est rapidement devenue beaucoup plus compliquée et inquiétante. Une femme noire, qu'il estimait avoir un peu plus de 30 ans, était sur le point de devenir propriétaire de quelque chose qu'il avait toujours voulu avoir. Il ne s'agissait pas seulement de la voiture, il s'agissait aussi de l'injustice de toute cette situation. Paul avait travaillé dur toute sa vie. Il s'était engagé dans l'armée quand il était jeune. Il avait travaillé pour son pays. Il avait passé près de 20 ans à protéger et à aider la communauté. J'ai respecté toutes les règles. J'ai payé tous mes impôts
chapeau. J'ai participé à toutes les loteries possibles. Et là, il y avait une personne inconnue qui ne savait peut-être même pas comment apprécier un tel prix, sur le point de gagner quelque chose qui, en toute justice, lui appartenait. La raison luttait contre la mauvaise idée qui lui trottait dans la tête. Mais l'angoisse accumulée pendant de nombreuses années était en train de gagner le combat en lui. Par envie, il a commencé à inventer des histoires pour expliquer sa colère. Il y avait certainement quelque chose qui clochait. Personne ne reçoit une voiture qui coûte 400 000 $ sans qu'il y ait une forme de manipulation. Peut-être connaissait-elle quelqu'un qui travaillait dans la direction du supermarché. Peut-être savait-il à l'avance quand le tirage au sort allait avoir lieu. C'était peut-être une mise en scène pour faire de la publicité au magasin. Plus il voyait Margot s'amuser de sa victoire, plus il était convaincu d'avoir été victime d'une injustice. Il ne pouvait pas croire qu'après avoir participé à tous les tirages au sort pendant tant d'années, une personne qu'il n'avait jamais vue auparavant ait été choisie. Sa façon de penser était fortement influencée par la grande émotion provoquée par sa déception et sa jalousie. Mais à ce moment-là, tout semblait avoir un sens pour lui. Il a décidé de rester dans les parages. Pas comme quelqu'un qui observait simplement, mais comme quelqu'un qui fait partie des forces de l'ordre et qui avait remarqué un problème. Il a attaché sa ceinture à outils, redressé les épaules et adopté la posture qu'il avait apprise avec le temps. Cette posture inspirait autorité et crainte. Ainsi, les gens se sentaient généralement coupables, même s'ils n'avaient rien fait de mal. En s'approchant, il entendit Margot discuter avec animation avec quelques personnes qui s'étaient arrêtées pour la féliciter. Elle riait de manière sincère et insouciante. Elle ne se rendait pas compte qu'on la regardait avec une colère grandissante. Pour elle, c'était le plus beau jour de sa vie. Pour Paul, cela devenait l'un des pires moments de sa vie. « Attendez un instant », dit-il d'une voix ferme, celle que certains policiers utilisent pour montrer qu'ils contrôlent la situation. La foule se tourna vers lui. Margot s'interrompit au milieu de sa phrase. Leurs regards se croisèrent pour la première fois. L'attitude du policier l'inquiéta immédiatement. Ce n'était pas seulement de l'intérêt professionnel. Il y avait quelque chose de plus personnel et de plus risqué. « Comment avez-vous obtenu cette voiture ?» Paul s'approcha davantage. Il entra dans son espace d'une manière qui, il le savait, pouvait l'effrayer. « Je trouve tout cela très étrange. Je pense qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. » Ces mots étaient prononcés avec une accusation cachée qui rendit Margot immédiatement très irritée. Elle remarqua immédiatement son attitude, sa position et son regard. C'était le même genre de traitement injuste qu'elle avait déjà subi à maintes reprises dans sa vie. Maintenant, c'était encore pire à cause de la colère d'un homme qui ne pouvait accepter qu'elle ait quelque chose qu'il voulait. La dispute qui allait éclater avait des raisons bien plus importantes que ce que n'importe qui dans ce parking pouvait imaginer. Pour Margot, ce moment était le point culminant d'une bataille silencieuse qu'elle menait depuis son enfance. Elle devait faire face à des regards méfiants, à des questions absurdes et à la nécessité de prouver qu'elle méritait d'être là où elle était. Pour Paul, c'était l'explosion de nombreuses années de mécontentement. Il avait des rêves qui ne s'étaient pas réalisés et il avait l'impression que le monde était contre lui. La dispute entre les deux s'intensifia lorsque Paul s'approcha davantage de Margot. Il envahit son espace d'une manière que toute personne ayant étudié le sujet aurait interprété comme une menace. Il avait appris au fil des ans que le fait d'être trop proche des gens les mettait généralement mal à l'aise. Ainsi, elles sont plus enclines à révéler ce qu'elles cachent. C'était une méthode qui fonctionnait bien avec les criminels effrayés et les gens ordinaires qui avaient peur. Mais Margot Santos n'était ni l'un ni l'autre. « Non, non, ce n'est pas vrai », dit Paul, sa voix devenant plus agressive et accusatrice. Il plissa les yeux et regarda Margot de haut en bas. On aurait dit qu'il essayait de trouver des signes qui confirmeraient ses soupçons infondés. « Je participe à cette tombola depuis des années. Des années. Je viens ici tous les mois. Je remplis mon coupon et je le mets dans la boîte qui se trouve là-dedans. Et je n'ai jamais reçu, ne serait-ce que 10% de réduction sur le poulet. » Les personnes qui regardaient la voiture commencèrent à remarquer que quelque chose n'allait pas. Ce qui avait commencé comme une fête joyeuse devenait rapidement beaucoup plus tendu et désagréable. Certaines personnes commencèrent à s'éloigner discrètement. Elles essayaient d'éviter un problème qui s'aggravait clairement et qui risquait de dégénérer en bagarre. D'autres restèrent, attirés par la curiosité malsaine qui pousse les gens à vouloir voir des accidents de voiture. Margot sentit la colère monter dans sa gorge comme la lave d'un volcan. Elle connaissait bien cette sensation. Elle avait appris à la contrôler au cours de nombreuses années d'entraînement dans l'armée. Mais à ce moment-là, cette sensation était sur le point de la submerger. Elle avait grandi en entendant des commentaires similaires chaque fois qu'elle réussissait quelque chose dans la vie. Quand elle avait obtenu une bourse pour aller à l'université, on lui avait dit que c'était uniquement pour remplir les quotas raciaux. Quand elle avait
intégré le programme de tireurs d'élite de la marine, ses collègues avaient suggéré que c'était parce qu'ils avaient besoin d'une femme noire pour améliorer l'image de l'entreprise. Et maintenant, à l'un des moments les plus heureux de sa vie, un inconnu lui demandait si elle méritait d'avoir de bonnes choses. « Écoutez-moi, dit-elle, sa voix restant ferme malgré le tumulte de sentiments qui l'animait. Je ne sais pas quel est votre problème, mais j'ai obtenu cette voiture de manière tout à fait légitime. Comme n'importe qui d'autre, elle avait le droit de gagner. Il n'y avait rien de mal à cela. Il n'y avait aucune tricherie et elle n'avait pas à s'expliquer devant lui ou devant qui que ce soit d'autre. Mais Paul était bien au-delà de ce que la raison pouvait comprendre. La tristesse qu'il avait ressentie pendant de nombreuses années trouvait enfin un exutoire. Il ne voulait pas laisser passer cette chance de libérer toute la colère qu'il avait accumulée. Dans son esprit rempli de jalousie et de préjugés, il croyait voir une personne qui commettait des crimes et qui trompait le système de manière astucieuse. « C'est moi qui aurais dû gagner cette voiture, pas vous, dit-il avec une certitude qui semblait folle. Ses mains tremblaient légèrement. Ce n'était pas de la peur, mais une rage intense qui émanait de tout son corps. Je travaille depuis 17 ans pour cette communauté. 17 ans. Vous arrivez ici d'un coup et vous prenez quelque chose qui devrait être à moi. Margot le regarda avec surprise et colère. Désolé, mais le monde ne fonctionne pas comme ça, répondit-elle. Sa voix avait désormais la fermeté de quelqu'un qui avait passé de nombreuses années à diriger des missions difficiles dans l'armée. Vous n'avez droit à rien simplement parce que vous travaillez depuis longtemps ou parce que vous pensez mériter plus que moi. Un tirage au sort est un événement au cours duquel des personnes ou des prix sont choisis de manière aléatoire. Il s'agit d'un choix sans critères particuliers. Aujourd'hui, j'ai eu de la chance. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé définitivement en Paul. C'était peut-être la façon dont elle avait dit « j'ai eu de la chance » avec tant d'assurance. Il s'était peut-être rendu compte qu'il se comportait comme un idiot devant tout le monde. Ou peut-être était-ce simplement le résultat de toutes les déceptions d'une vie qui avait fini par atteindre leurs limites. Quelle qu'en soit la raison, le résultat fut violent. « Tu te moques de moi » dit-il d'une voix forte. Sa voix résonna dans tout le parking. Beaucoup de gens sursautèrent et reculèrent. « Tu crois que tu peux venir ici, prendre ce qui m'appartient et me traiter avec un tel mépris? Mets tes mains sur ta tête. Maintenant, désolé, je n'ai pas trouvé de texte à paraphraser. Veuillez fournir un texte que vous aimeriez voir paraphrasé. » L'ordre a été donné d'une voix forte par un policier qui ne parlait généralement pas aussi fort. C'était le genre d'ordre que l'on donnait normalement à des criminels dangereux ou à des personnes suspectes qui résistaient. Ses mains se sont directement dirigées vers son équipement à sa ceinture. Cela a fait battre le cœur de nombreuses personnes dans la foule. « Vous êtes en état d'arrestation pour outrage à agent », il a continué. Son visage était rouge de colère et d'effort. « Quand j'aurai fini d'enquêter sur toute cette histoire, vous vous rendrez compte que vous vous êtes attaqué à la mauvaise personne. » C'est à ce moment-là que Margot a réalisé que quelque chose de très important était en train de changer en elle. Toutes ces années d'entraînement militaire, tous les exercices pour contrôler ses émotions dans des situations très difficiles et toutes les situations de vie ou de mort qu'elle avait rencontrées à la guerre se sont réunies à ce moment de totale lucidité. Elle n'était plus face à un policier qui faisait son travail. Elle était face à un homme très dangereux. Il avait perdu tout contrôle. Il représentait une véritable menace pour sa sécurité et sa liberté. Dans les secondes qui ont suivi, plusieurs choses se sont produites en même temps. Des années d'entraînement lui avaient appris à se battre. Cela faisait désormais partie de sa façon de réagir. Il y avait aussi l'adrénaline qui monte dans les moments de danger. Et puis, il y avait la colère de quelqu'un qui ne supportait plus les injustices commises à l'encontre des personnes d'autres races. Le mouvement fut rapide, précis et mortel. C'est ainsi qu'elle avait appris à agir face à un danger immédiat. Le bruit du coup de feu résonna dans le parking comme un coup de tonnerre par une journée ensoleillée. Toutes les conversations s'arrêtèrent brusquement. Les oiseaux, effrayés, s'envolèrent des arbres voisins. Paul tomba sur le sol brûlant. Il ressentit de la douleur et de la surprise. Ses mains serrèrent la blessure sur sa poitrine. Il essayait de comprendre ce qui s'était passé. Margot resta immobile pendant un instant. Elle regarda ce qui s'était passé à cause de ses actions. Son esprit, qui fonctionnait comme celui d'un soldat, réfléchissait déjà aux conséquences et aux prochaines étapes à suivre. Elle savait qu'elle était allée trop loin et qu'elle ne pouvait plus revenir en arrière. Saviez-vous que votre vie avait changé pour toujours en quelques secondes de violence? Et saviez-vous que, même si vos actions vous semblaient justifiées, les gens dans le monde penseraient probablement tout autrement? Elle ne dit rien. Elle courut vers la Lamborghini. Elle démarra le moteur d'une main ferme. Elle accéléra et quitta le parking. Elle a laissé derrière elle un policier blessé. Elle a également
laissé toute la vie qu'elle avait jusqu'à ce moment triste. La balle a traversé son sein gauche, elle a transpercé des muscles et des nerfs avant d'atteindre son poumon. Les médecins lui ont expliqué, d'un ton froid et professionnel, qu'il avait eu de la chance. Si la balle avait été quelques centimètres plus à droite, l'histoire aurait connu une fin très différente. Mais Paul ne pensait pas avoir eu de chance. Il se sentait blessé, rabaissé et anéanti d'une manière qui allait bien au-delà de ses blessures physiques. Chaque nuit, lorsque l'hôpital était calme et que les infirmières faisaient moins de rondes, il restait éveillé à repenser aux détails de cette bagarre. Il repassait chaque mot, chaque geste et chaque seconde qui l'avait conduit à cette situation de violence évidente. Ce qui le dérangeait le plus, ce n'était pas la douleur physique que les médicaments parvenaient à soulager un peu, mais le sentiment de ne plus avoir le contrôle de sa vie. Pendant 17 ans, c'était lui qui commandait. Il posait les questions et écoutait les réponses. Il avait le pouvoir d'arrêter, de libérer, de menacer ou de protéger des gens. En quelques secondes, une femme avait complètement bouleversé cet équilibre des pouvoirs. Elle avait transformé tout cela en un corps meurtri et fragile dans un lit d'hôpital. Les visites de ses collègues ne faisaient qu'accroître sa honte. Ils apportaient des fleurs simples et prononçaient des paroles de réconfort qui semblaient vides de sens et arrogantes. On pouvait lire dans leurs yeux un mélange de tristesse et de jugement sans mots. Certains se demandaient comment un policier aussi expérimenté avait pu laisser une personne ordinaire prendre une arme et tirer avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. D'autres se demandaient probablement s'il avait provoqué la situation d'une manière ou d'une autre. Ils voulaient savoir s'il avait suivi les bonnes procédures et s'il avait agi avec prudence. Sa femme, Carmen, voulait aider, mais même elle ne pouvait cacher toute la frustration qu'elle ressentait. Les factures d'hôpital s'accumulaient. Son salaire pendant son congé maladie était moins élevé. Ils avaient désormais encore moins d'argent qu'avant pour payer les dépenses courantes de la famille. Pire encore, Carmen avait commencé à poser des questions qui mettaient les gens mal à l'aise sur les détails de ce qui s'était passé. « Pourquoi lui as-tu parlé comme ça ?» demanda-t-elle. Était-il vraiment nécessaire de crier sur quelqu'un qui ne faisait que célébrer une réussite? Ces questions faisaient mal, comme du sel sur une plaie ouverte. Elles obligeaient Paul à regarder des aspects de ses actes qu'il ne voulait pas voir. Dans son esprit, il s'était construit une histoire dans laquelle il était la victime d'une dangereuse criminelle. Cette criminelle avait attaqué un policier sans aucune raison. Toute idée selon laquelle il aurait pu contribuer à aggraver la situation était considérée comme une trahison. C'était une injustice supplémentaire à son égard. Au cours de longues heures d'insomnie, rongé par la douleur et la colère, Paul commença à élaborer un plan de vengeance détaillé. Il ne suffirait pas d'arrêter Margot Santos à sa sortie de l'hôpital. Il voulait qu'elle ressente la douleur qu'il ressentait. Il voulait qu'elle ressente la même honte, le même sentiment d'impuissance et la même impression que sa vie avait été complètement ruinée par quelqu'un qu'elle n'avait pas apprécié à sa juste valeur. Au cours des premiers jours à l'hôpital, lorsque la douleur était plus forte et que les médicaments étaient plus puissants, ses idées de vengeance étaient agressives et claires. Au fil des jours, alors qu'il réfléchissait plus clairement, il a commencé à élaborer des plans plus détaillés et plus minutieux. Il ne suffirait pas de simplement lui tirer dessus. Ce serait trop rapide et trop gentil. Il voulait qu'elle perde tout ce qu'elle avait accompli dans sa vie. Il avait le sentiment d'avoir perdu sa dignité et son respect. Le changement dans son état d'esprit s'est produit la 12e nuit de son hospitalisation. Il s'est réveillé d'un cauchemar très réaliste. Dans ce cauchemar, il revivait plusieurs fois le moment où il avait tiré. Mais à chaque fois, la situation devenait plus embarrassante. Dans son rêve, la Lamborghini symbolisait tout ce qui n'allait pas dans le monde. Il voyait des gens qui ne méritaient pas d'être récompensés. Pendant ce temps, ceux qui travaillaient dur comme lui étaient oubliés et méprisés. C'est cette nuit-là qu'il a pris une décision qui allait changer sa vie à jamais. Il ne serait plus un simple policier faisant son travail à sa sortie de l'hôpital. Il serait un homme en mission, en quête de justice. Il veut faire ce que le système officiel ne peut pas faire. Il est déterminé à rétablir la justice. Margot Santos a commis une grave erreur en ne prenant pas Paul Rodriguez au sérieux. Il voulait qu'elle paie pour toute la souffrance et la honte qu'il avait endurée. Il a commencé à parler à ses amis policiers pour obtenir des informations sur elle. Grâce à de simples conversations avec des amis qui lui rendaient en visite, il a obtenu quelques informations sur l'enquête. J'ai appris qu'elle avait complètement disparu après les faits. On disait que sa maison était surveillée. On disait aussi que la Lamborghini avait été retrouvée abandonnée dans un parking à 40 km du lieu du crime. Chaque nouvelle information était comme une pièce d'un puzzle qu'il assemblait avec soin. Paul ne voyait pas que, prisonnier de son désir de vengeance, cette idée était en train de changer qui il était vraiment. Le policier qui avait passé sa vie à protéger les gens devenait peu à peu quelqu'un de beaucoup plus sombre et dangereux. La différence entre rendre justice et chercher vengeance s'estompait dans son
esprit. Il était convaincu qu'il pouvait non seulement faire souffrir Margot pour ce qu'elle avait fait, mais qu'il devait le faire. Quand il quitta l'hôpital le 20e jour, Paul Rodriguez semblait le même qu'avant, mais il se sentait très différent à l'intérieur. La blessure sur sa poitrine avait guéri, mais la douleur dans son âme était devenue quelque chose de beaucoup plus grave et risqué. Il quitta cet hôpital, non pas comme un policier qui se remettait d'une blessure subie au travail. Il est sorti comme un chasseur qui avait passé 3 semaines à réfléchir en détail à la chasse qu'il allait commencer. 3h15 du matin. Le quartier où Margot Santos avait choisi de vivre était très calme. C'était le silence de l'aube. Quand même ceux qui ne peuvent pas dormir finissent par être fatigués. La ville entière semblait dormir. Les rues étaient désertes. La lumière des lampadaires jaunis n'éclairait que quelques endroits, tandis que le reste était plongé dans l'ombre. Paul Rodriguez avait choisi l'heure avec beaucoup de soin. Il savait que ce serait le moment où la victime serait la plus faible et la moins préparée à se battre. Au cours des 2 semaines qui ont suivi sa sortie de l'hôpital, Paul est devenu une personne plus sombre et obsédée. Il passait toutes les heures de la journée à observer les habitudes et les routines de Margot. Il le faisait avec beaucoup d'attention, comme un prédateur qui observe sa proie. Il a découvert où elle habitait en parlant à des personnes au commissariat qui pensaient encore qu'elles aidaient un collègue blessé à obtenir justice. Il passa des jours entiers à surveiller les endroits importants du quartier. Il notait les heures auxquelles elle quittait son domicile et y revenait. Il prêtait attention à chaque détail concernant la sécurité des lieux. Il repéra les points faibles qu'il pourrait exploiter. La maison de Margot était simple, avec 2 étages. Elle était peinte d'un beige clair qui reflétait le caractère pratique de Margot, qui n'aimait pas les choses trop voyantes. Le jardin devant la maison était joli, mais simple. Il y avait quelques plantes qu'elle arrosait avec beaucoup de soin tous les matins. Elle le faisait avant de partir travailler à la base navale. Une clôture en bois très basse entourait la propriété. Elle servait plus à décorer qu'à protéger. En fait, elle n'offrait pratiquement aucune sécurité contre ceux qui voulaient entrer. Paul remarqua qu'elle laissait souvent la lumière de la véranda allumée la nuit. C'était probablement un moyen simple de se sentir en sécurité. Mais en réalité, cela allait l'aider dans ses plans. Ce soir-là, Paul était tout de noir vêtu. Il n'avait emporté que le strict nécessaire. Des menottes, une lampe torche, son arme et une grande envie d'agir, après des semaines de préparation minutieuse. Paul s'approcha de la maison avec beaucoup de prudence. Il avait appris à se déplacer sans bruit pendant de nombreuses années, dans des endroits dangereux. Chaque pas était calculé, chaque mouvement était réfléchi, chaque respiration était contrôlée pour faire le moins de bruit possible. Ainsi, il n'attirait pas l'attention de la personne qui l'observait, ni des personnes qui dormaient dans les maisons voisines. L'entrée qu'il avait choisie était la porte arrière. Cette porte était cachée de la rue principale par un petit espace où Margot rangeait ses affaires de jardinage et quelques outils simples pour réparer la maison. En surveillant pendant quelques semaines, il avait remarqué que cette porte avait une serrure plus ancienne et semblait moins sûre que la porte d'entrée. Plus important encore, elle était placée de telle manière que tout bruit de cambriolage serait masqué par le bruit de la climatisation. La climatisation fonctionnait en continu pendant les chaudes nuits d'été. Il lui fallut moins de 3 minutes pour forcer la serrure. Ce temps lui parut très long, mais cela montrait qu'il était habile de ses mains et que les systèmes de sécurité de la maison était faible. Chaque petit clic et chaque bruit métallique qu'il produisait lui semblait être des coups de tonnerre dans une nuit calme. En réalité, c'étaient des sons presque inaudibles qui se mêlaient aux bruits normaux de la nuit dans le quartier. Il entendait le bourdonnement des appareils électriques au loin, le bruit doux des voitures passant dans les rues et le chant d'un oiseau ou 2 qui chantèrent la nuit. Lorsque Paul réussit à ouvrir la porte et à entrer dans la maison, il ressentit une grande émotion. Son cœur se mit à battre rapidement. Il se trouvait dans l'espace privé de son ennemi. Il était entouré des objets personnels qu'elle utilisait au quotidien. Il respirait le même air qu'elle respirait chaque nuit. La cuisine était très propre et bien rangée. Cela témoignait de la discipline rigoureuse qui régissait chaque instant de la vie de Margot. La vaisselle était lavée et rangée à sa place. Les surfaces étaient propres et il n'y avait pas la moindre miette. Tout était rangé avec beaucoup de soin, comme quelqu'un qui suit toujours les règles. Paul a parcouru la maison sombre comme un fantôme. Il a utilisé la faible lumière de sa lampe de poche pour voir les couloirs. En marchant, il a remarqué des choses sur la personnalité de Margot qui confirmaient tout ce qu'il avait pensé d'elle. Les murs étaient recouverts de photos de sa vie dans l'armée. Elle montrait des remises de diplômes, des entraînements et des moments de camaraderie avec d'autres soldats. Des récompenses et des médailles étaient disposées sur une étagère. Ces récompenses montraient que cette personne avait eu une carrière réussie. Cela rendait Paul encore plus furieux contre elle. La chambre se trouvait au 2e étage. Pour y accéder, il fallait monter un escalier en bois. L'escalier faisait un léger bruit lorsqu'il marchait, même s'il essayait de marcher lentement. Chaque marche le rapprochait du moment dont il rêvait depuis des semaines. Ce moment serait celui où il affronterait enfin Margot Santos comme il le voulait. Elle serait totalement sans
défense et entre ses mains. La porte de la chambre était légèrement entr'ouverte. Il pouvait entendre à travers l'interstice la respiration calme et forte de quelqu'un qui dormait profondément. Margot dormait paisiblement dans son grand lit. Elle ne portait qu'un drap fin, car il faisait chaud cette nuit-là. Ses cheveux noirs étaient étalés sur l'oreiller. Son visage était calme et serein. Elle semblait être quelqu'un qui se sentait en sécurité chez elle. Elle faisait confiance aux serrures des portes et pensait que son quartier bourgeois était sûr. C'était une faiblesse qui contrastait fortement avec l'image de la tireuse dangereuse qui lui avait tiré dessus quelques semaines auparavant. Le moment de s'emparer de la personne arriva avec la force et la rapidité que Paul avait répété mentalement de nombreuses fois lorsqu'il ne parvenait pas à dormir à l'hôpital. D'un seul coup, il braqua la lampe torche sur le visage de Margot. Cela la réveilla immédiatement. Avant qu'elle ne comprenne vraiment ce qui se passait, il lui avait déjà passé les menottes. Le métal froid contre sa peau la réveilla complètement. Elle a rapidement compris la situation dans laquelle elle se trouvait. Mais il était trop tard pour qu'elle tente de résister. « Tu te souviens de moi ?» lui a demandé Paul à l'oreille. Sa voix trahissait une satisfaction étrange qui s'était amplifiée au fil des semaines de préparation. Il pouvait sentir le parfum de son shampoing. Il sentait la chaleur de son corps, encore chaud après le sommeil. Il remarqua le frisson qui la parcourut lorsqu'elle comprit la gravité de sa situation. « Tu pensais que ça allait se terminer comme ça? Tu pensais pouvoir tirer sur un policier et disparaître comme si de rien n'était? La tirer hors du lit et la traîner à travers la maison jusqu'à la voiture garée dans la rue était une démonstration de contrôle total. Cela fit grandir tous les sentiments de vengeance qui avaient envahi Paul pendant sa convalescence. Chaque pas qu'elle faisait avec les mains menottées, chaque moment de faiblesse et de honte qu'il parvenait à lui faire ressentir était une petite forme de vengeance pour l'humiliation qu'il avait subie dans ce parking quelques semaines auparavant. Le commissariat central du quartier était très sombre aux premières heures du matin. Les lumières fluorescentes clignotaient de manière irrégulière. Cela faisait danser des ombres étranges sur les murs écaillés du bâtiment. Cet endroit avait accueilli de nombreux criminels, victimes et toutes sortes de tragédies au fil des ans. Les gens passaient dans les couloirs faiblement éclairés. L'air était lourd, imprégné de l'odeur forte du café froid, du papier sale et de la tension des nombreux interrogatoires qui s'étaient déroulés dans cet endroit au fil des ans. C'est dans cette atmosphère pesante et solennelle que Paul Rodriguez a finalement conduit sa prisonnière, savourant chaque instant de sa victoire. Margot Santos a été tirée par l'entrée principale, menottée et vêtue d'un pyjama. Cette scène était très différente de la femme forte et sûre d'elle qui avait affronté Paul dans le parking du supermarché quelques semaines auparavant. Le t-shirt en coton et le short de pyjama qu'elle portait la faisaient ressembler à une personne ordinaire et fragile, exactement comme Paul le voulait. Il voulait que tous les policiers du commissariat voient cette femme. Elle avait osé tirer sur l'un de ses collègues. Maintenant, elle était dans une situation très vulnérable. Elle était menottée, confuse et totalement dépendante du système dont il faisait partie. Leur arrivée provoqua un mouvement coordonné parmi les quelques employés qui travaillaient de nuit. Des chuchotements rapides parcoururent les couloirs, tandis que la nouvelle se répandait. Paul avait réussi à arrêter la femme qui lui avait tiré dessus. Pour beaucoup de policiers présents, cela semblait être une forme de justice. Un collègue blessé avait décidé de se venger lui-même parce que le système n'avait pas réussi à trouver le suspect. Il y avait un sentiment qui n'était pas exprimé, mais que les gens pouvaient ressentir. C'était une admiration pour la force de volonté de Paul. Les gens approuvaient en silence sa manière différente d'agir. Le délégué de service, Roberto Mendes, était un homme chauve d'une 50aine d'années. Il avait un gros ventre qui débordait presque de sa chemise d'uniforme. Ses yeux étaient petits et méfiants. Ils affichaient une expression toujours sceptique après avoir travaillé pendant 20 ans avec des menteurs, des criminels et toutes sortes de personnes mal intentionnées. Quand il a vu Paul entrer avec Margot, les mains liées, sa première réaction a été de se réjouir pour son travail. Ils avaient enfin arrêté le suspect dans une affaire qui mettait beaucoup de pression sur eux. Alors c'est la tireuse notoire, dit Mendes en regardant Margot pour voir si elle correspondait à un type qu'il connaissait déjà. Je dois dire que je m'attendais à quelqu'un de plus effrayant. Vous ne semblez pas être le genre de personne qui tirerait sur un policier en plein jour. À ce moment-là, Margot retrouva sa voix. La colère qui s'était accumulée pendant son arrestation humiliante explosa en une vague d'indignation. Ce sentiment résonna dans les murs du commissariat. « Je n'ai commis aucun crime », cria-t-elle d'une voix forte. Sa voix montrait qu'elle savait comment exiger le respect dans les moments difficiles. Cet homme s'est approché de moi de manière inappropriée. Il m'a menacé sans raison. Maintenant, il est entré chez moi et m'a emmené contre mon gré. Je n'ai rien fait d'autre que me défendre contre une attaque qui n'avait aucune raison d'avoir lieu. La force de sa défense surprit certains des policiers présents. Ce n'était pas ainsi que les criminels agissaient habituellement lorsqu'ils étaient arrêtés. Ils oscillaient généralement entre nier les faits et devenir agressifs pour se défendre. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler. La confiance qu'elle affichait, même menottée,
donnait l'impression que la situation était plus compliquée qu'elle ne le semblait au premier abord. Paul, cependant, était prêt pour ce moment. Pendant les semaines de préparation, il avait réfléchi à sa version des faits. Il avait peaufiné chaque détail pour créer une histoire qui le présenterait comme la victime évidente d'une agression sans motif. « Commissaire, dit-il d'une voix légèrement enrouée à cause de ses blessures, je faisais juste une vérification de routine quand j'ai remarqué des choses étranges dans le lot qu'elle disait avoir gagné. Comme tout policier l'aurait fait, j'ai cherché à comprendre ce qui se passait. Elle a réagi très violemment et m'a tiré dessus sans que je ne fasse quoi que ce soit ni ne la menace réellement. » Mendes écouta les deux versions avec un air impassible. Il avait vu beaucoup de choses au cours de sa carrière. D'après son expérience, la vérité se trouvait généralement quelque part entre les versions données par les personnes impliquées. Mais il savait aussi qu'il aurait tendance à croire un collègue policier plutôt qu'une civile. C'était d'autant plus vrai que la femme avait manifestement tiré sur un policier. « La situation me semble très claire », a déclaré M. Mendes après avoir réfléchi un moment. « Nous avons un policier blessé et une suspecte qui dit lui avoir tiré dessus. Les détails exacts pourront être expliqués au cours de la procédure judiciaire. Mais pour l'instant, les preuves sont très claires. C'est à ce moment crucial que Margot a compris qu'une défense ordinaire ne suffirait pas dans sa situation. Au poste de police, les personnes au pouvoir étaient clairement contre elle. Toute demande de justice serait considérée comme une tentative de protéger les policiers contre les critiques extérieures. Elle devait changer le cours de la conversation de manière significative et n'avait qu'un seul atout très puissant à jouer. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire », a-t-elle déclaré. Sa voix était ferme et calme, ce qui a incité plusieurs policiers dans la pièce à l'écouter plus attentivement. « Je m'appelle Margot Santos. Je suis tireuse d'élite dans les forces spéciales de la marine américaine. Je dispose d'une habilitation de sécurité nationale et de nombreuses années d'expérience dans des missions militaires secrètes. Tous ceux qui ont participé à cette humiliation seront traduits en justice devant les tribunaux compétents. » Le silence qui suivit cette déclaration fut très intense. L'atmosphère dans le commissariat changea rapidement. C'était comme si quelqu'un avait modifié la température émotionnelle de la pièce. Les policiers présents se regardèrent avec des expressions de surprise, d'inquiétude et une nouvelle façon de voir la situation qui se présentait à eux. Ce n'était pas n'importe qui avait tiré sur un policier. C'était une femme qui avait suivi un entraînement militaire. Elle avait des relations qui pouvaient être très influentes et savait comment fonctionner dans des systèmes complexes. Mendes sentit un frisson lui parcourir l'estomac en réfléchissant à la signification de cette nouvelle. Les situations impliquant des militaires en service posaient toujours des problèmes importants à l'administration. C'était particulièrement vrai lorsqu'il s'agissait de déterminer où la loi s'appliquait et lorsque différentes agences devaient communiquer entre elles. Si Margot avait réellement les qualifications qu'elle prétendait avoir, son témoignage pourrait être plus fiable dans le cadre d'une enquête. « Tireuse d'élite de la marine », répéta Paul. Il essayait de paraître confiant, mais il sentait le doute s'insinuer dans son assurance. « Ça montre que tu sais viser avec précision, mais ça ne change rien au fait que tu as agressé un policier dans l'exercice de ses fonctions. Faire son travail ?» Margot rit d'un air triste qui brisa la tension dans la pièce comme un couteau. « Vous êtes venu me voir sans raison. Vous m'avez accusé sans fondement uniquement à cause de ma couleur de peau, et vous m'avez menacé d'emprisonnement pour outrage, alors que j'ai simplement dit que j'avais des droits. Ce n'est pas faire son devoir, c'est abuser de son pouvoir. Lorsque cette affaire sera correctement instruite, vous vous rendrez tous compte que vous vous êtes attaqué à la mauvaise personne. Le procès armé, quand la justice est aveuglée par des intérêts particuliers. Le système judiciaire, qui devrait être le lieu où l'on recherche la vérité et la justice, était sur le point de devenir le théâtre de l'une des plus grandes fraudes que ce tribunal ait connues depuis de nombreuses années. » Margot Santos, réalisant qu'elle était confrontée non seulement à des accusations criminelles, mais aussi à un plan organisé visant à ruiner sa vie et sa carrière, a rassemblé tout l'argent qu'elle avait économisé pendant ses années de service dans l'armée. Elle a donc engagé la meilleure défense juridique qu'elle pouvait se permettre. Elle n'a pas choisi des avocats ordinaires. Elle a investi toutes ses économies pour engager Harrison & Associates, un cabinet d'avocats pénalistes renommé de New York, célèbre pour ses victoires dans des affaires difficiles et pour transformer des situations désespérées en triomphes juridiques. Thomas Harrison, associé principal, était une légende du droit pénal américain. Un homme de 62 ans aux cheveux gris bien coiffés et connu pour avoir battu des procureurs fédéraux dans des affaires impliquant des politiciens, des dirigeants corrompus et des questions de sécurité nationale. Harrison avait à ses côtés sa talentueuse protégée, Sarah Chen, une jeune avocate asiatique diplômée magna cum laude de Harvard, connue pour trouver des failles juridiques là où d'autres ne voyaient que des obstacles. Ils formaient un duo exceptionnel qui avait mis au point une méthodologie presque scientifique pour analyser les dossiers de l'accusation, détecter les incohérences dans les témoignages
témoignages et révéler les motivations cachées derrière les accusations. Margot ne savait pas que le match était truqué avant même que les gladiateurs juridiques n'arrivent au tribunal. Jason Mitchell, le juge chargé de l'affaire, avait accueilli sa nomination avec satisfaction et nostalgie, se souvenant de ses années d'université, lorsqu'il était le colocataire de Paul Rodriguez. À l'époque, ils passaient leur nuit à parler de leur rêve de changer le monde, Paul par le droit et Jason par la justice. Les décennies qui ont suivi leur diplôme ont mené les deux hommes sur des chemins différents, mais qui se rejoignaient désormais d'une manière que Jason considérait comme presque providentielle. Paul était devenu le policier dont il rêvait, combattant les criminels et protégeant les citoyens. Jason, quant à lui, avait gravi les échelons du système judiciaire, gagnant des faveurs et une solide réputation qui lui avait valu d'être nommé juge fédéral. Paul a discrètement contacté un vieil ami et a convaincu Jason que la situation allait au-delà des formalités légales. Cette femme n'est pas une criminelle ordinaire, a déclaré Paul lors d'une rencontre organisée dans un restaurant discret, loin des médias et des curieux. Elle représente tout ce qui ne va pas dans ce pays. Des gens qui s'en prennent à des figures d'autorité sans craindre les conséquences, convaincus que leurs états de service les exemptent de la loi. Jason écouta Paul inventer une histoire, dépeignant Margot comme une militaire arrogante qui avait attaqué un policier innocent dans l'exercice de ses fonctions. Il ne fut fait aucune mention des véritables raisons de l'approche initiale, ni des motivations douteuses qui avaient poussé Paul à confronter Margot. L'histoire fut réécrite comme un cas typique d'un agent des forces de l'ordre victime d'une personne qui aurait dû se comporter de manière appropriée. Elle a des ressources, affirma Paul, sa frustration masquant ses véritables motivations. Elle a engagé des avocats d'élite pour transformer cela en un cirque médiatique, alléguant brutalité policière et discrimination raciale, essayant de semer la confusion dans l'esprit du jury et de détourner l'attention du fait qu'elle a tiré sur un policier. Une collaboration s'est née de cette conversation et s'est développée lors de réunions ultérieures, au cours desquelles les deux hommes ont élaboré une stratégie subtile et efficace pour garantir que justice soit faite telle qu'ils la concevaient. Jason ne voyait pas cela comme de la corruption, mais comme une correction d'un système qui, parfois, laissait des subtilités juridiques occulter des vérités morales essentielles. Il voulait simplement s'assurer qu'un criminel n'échappe pas à la justice en raison de failles du système ou d'avocats rusés. L'aspect le plus perfide de la conspiration était son apparence légale. Jason n'avait pas l'intention d'ignorer des preuves ou de rejeter des témoins de manière flagrante. Il utiliserait son autorité pour interpréter les faits en faveur de l'accusation, interrogerait davantage les témoins de la défense et accepterait les objections de l'accusation, tout en rejetant celles de la défense. Paul a travaillé en secret avec la police pour s'assurer que des preuves soient perdues ou endommagées, tandis que d'autres ont été modifiées pour paraître plus incriminantes. Des documents ont été datés de manière erronée. Des témoignages ont été modifiés pour éliminer des failles qui auraient pu aider la défense, et les photos de la scène du crime ont été choisies pour appuyer la version de Paul. Le plus alarmant était la façon dont ces hommes s'étaient persuadés qu'ils rendaient justice. Jason croyait corriger les failles d'un système qui permettait à des criminels d'échapper à la justice grâce à des subtilités juridiques. Paul se voyait comme une victime qui voulait simplement que son agresseur soit puni. Aucun d'eux ne se rendait compte qu'ils étaient devenus le type même de corruption qu'ils avaient juré de combattre en choisissant leur profession. Margot et ses avocats se sont consacrés à monter une défense fondée sur la vérité, sans se rendre compte qu'ils jouaient un jeu dont les règles avaient été modifiées à leur détriment. Ils ont accumulé des preuves, préparé des témoins et élaboré des stratégies juridiques, croyant naïvement qu'ils se trouvaient sur un terrain équitable où la vérité et la justice l'emporteraient. Le tribunal fédéral du Sud est devenu le théâtre d'une mise en scène judiciaire qui approchait de son dénouement destructeur. La salle d'audience, avec ses murs en bois sombre et son atmosphère solennelle qui inspirait autrefois le respect de la loi, est devenue le théâtre de l'une des plus sophistiquées distorsions de la justice depuis des décennies. Les bancs étaient remplis de journalistes, de curieux, de membres de la famille et de collègues militaires de Margot qui avaient obtenu l'autorisation d'assister au procès de la tireuse d'élite respectés de leur unité. Thomas Harrison s'est levé de la table avec l'assurance d'un gladiateur qui a remporté de nombreuses batailles, tenant un appareil audio qui allait être crucial pour sa défense. Après des semaines d'enquête, l'équipe avait réuni des preuves irréfutables, des enregistrements audio de haute qualité des deux approches de Paul vers Margot, capturés par les caméras de sécurité du supermarché et d'un magasin voisin. « Mesdames et messieurs les jurés », commença Harrison, avec l'autorité que lui conféraient ses années passées dans des tribunaux renommés. « Vous allez entendre
moindre des preuves qui démontreront que ma cliente, Margot Santos, a été victime d'un abus de pouvoir de la part de l'agent Paul Rodriguez. Ces enregistrements montreront la véritable nature de l'approche initiale, fondée uniquement sur des préjugés raciaux et de la jalousie personnelle, et non sur des soupçons légitimes de crime. Le premier enregistrement audio diffusé dans la salle était extrêmement clair. Paul questionnait agressivement Margot sur la manière dont elle avait manipulé le tirage au sort, ses accusations résonnant clairement dans la salle d'audience, mettant les jurés mal à l'aise. L'enregistrement révélait sa frustration et sa jalousie, montrant un policier qui avait perdu son sang-froid pour des raisons personnelles. Le deuxième enregistrement était encore plus compromettant. L'escalade de la confrontation a été enregistrée en détail, y compris l'ordre donné par Paul à Margot de mettre les mains sur la tête et son affirmation qu'elle était en état d'arrestation pour outrage. Tout cela avant qu'elle ne provoque réellement quoi que ce soit, alors qu'elle tentait calmement d'expliquer sur l'enregistrement qu'elle avait gagné le tirage au sort de manière légitime. Harrison a laissé le silence régner dans la salle pendant quelques secondes après la lecture, laissant l'impact des preuves s'imprimer dans l'esprit des jurés avant de poursuivre. Comme vous l'avez entendu, a-t-il déclaré en désignant le son, l'agent Rodriguez a abordé ma cliente sans raison, a apporté des accusations sans fondement fondées sur des stéréotypes raciaux et a aggravé la situation par des menaces et des intimidations. Ma cliente, une tireuse d'élite de la marine américaine, a réagi à une menace perçue comme telle, conformément à son entraînement militaire. La réponse de l'accusation, par l'intermédiaire de l'assistant du procureur Marcus Webb, a illustré comment des récits peuvent être créés pour dissimuler des vérités dérangeantes. Webb, un homme d'une quarantaine d'années connu pour toujours gagner les affaires d'agression contre des policiers, s'est levé et s'est placé face au jury, établissant un contact visuel qu'il a perfectionné au fil des années. « Mesdames et messieurs », a déclaré Webb, sa voix exprimant une indignation contenue à l'égard de l'ordre social. « Ce que vous avez entendu est ce à quoi on s'attend. Un policier faisant son devoir, enquêtant sur une situation suspecte et suivant les protocoles pour interpeller Webb, a marqué une pause, laissant sa description des événements s'imprimer dans l'esprit de l'auditoire avant de passer au point le plus important de son argumentation. Ce qui est alarmant, ce n'est pas le comportement de l'agent Rodriguez, mais la réaction excessive de l'accusé. Une personne innocente, abordée par un policier qui lui pose des questions pertinentes, coopère à l'enquête. Une personne innocente ne pointe pas une arme sur un agent. Une personne innocente ne s'enfuit pas comme un criminel. Ce que Harrison et les autres personnes présentes dans la salle, à l'exception de Jason Mitchell, ignoraient, c'est que le verdict de ce procès avait déjà été rendu des mois auparavant. Jason avait passé des semaines à étudier les précédents juridiques afin d'interpréter les preuves en faveur de l'accusation, à identifier les failles procédurales permettant de limiter la défense et à répéter les décisions à prendre pour répondre aux objections et aux arguments prévus. Au moment où Jason a évalué les preuves et pris sa décision, il l'a fait avec une délibération minutieuse et convaincante. Il a examiné les documents pendant plusieurs minutes, simulant d'évaluer le bien fondé des deux parties, créant ainsi l'illusion d'une impartialité qui masquait le fait que sa décision avait déjà été prise avant que les preuves ne soient présentées. Après avoir examiné toutes les preuves, a déclaré Jason d'un ton solennel, ce tribunal a conclu que, bien que l'agent Rodriguez aurait pu se montrer plus diplomate, ses actions étaient légales. Le cœur de Margot s'est emballé lorsqu'elle a compris la direction que prenait la décision. Les paroles de Jason ont brisé ses espoirs de justice, et elle a senti le poids de l'inévitable comme un linceul lourd. Jason a poursuivi, sans tenir compte de l'angoisse de Margot. La réponse de l'accusé à l'officier Rodriguez était disproportionnée et injustifiable. Indépendamment de sa formation militaire ou des circonstances qui ont influencé ses actions, elle a tiré sur un officier de police en service. La phrase fut prononcée froidement, glaquant le sang de ceux qui attendaient en justice. Je condamne Margot Santos à 3 ans de prison pour agression sur un officier et à la suspension de ses fonctions dans la marine américaine pour abus de pouvoir et mauvaise conduite. Le marteau de Jason frappa le banc, résonnant dans la salle comme un coup de feu, scellant le destin d'une femme innocente, victime d'un système qui aurait dû la protéger. Margot vit son monde s'écrouler, sa vie en ruines à cause d'hommes qui avaient corrompu les principes qu'ils avaient promis de protéger. La prison fédérale de haute sécurité de Millbrook a été conçue comme une forteresse, avec des murs en béton armés de 1 carabine à 5 mètres d'épaisseur, une surveillance électronique dans toute la zone et des protocoles de sécurité perfectionnés au fil des décennies pour
pour empêcher les évasions. Margot Santos a passé 2 mois dans une cellule de 2 mètres sur 3, symbole de la destruction de tout ce qu'elle avait construit dans sa vie. Au cours de ses premiers jours en prison, Margot oscillait entre une rage qui la poussait à frapper les murs jusqu'au sang et des moments de profonde dépression, allongée sur son lit superposé, se demandant comment le système judiciaire américain avait pu échouer à la protéger. Les nuits étaient les pires, le silence de la prison n'étant rompu que par les bruits lointains des prisonniers, aux prises avec leurs démons, pleurs, conversations tendues et bruits de pas des gardiens. Margot, au milieu du désespoir qui menaçait sa santé mentale, ignorait que sa situation suscitait des événements au sein de la haute hiérarchie militaire, qui allaient aboutir à un sauvetage sophistiqué, comme dans les films d'action hollywoodiens. Le Bureau de la Sécurité nationale de la Marine, une division secrète qui protège les intérêts et le personnel militaire dans des situations hors de la juridiction civile, a eu connaissance de son cas par le biais de canaux internes qui vérifient le bien-être des militaires dans des affaires juridiques complexes. La commandante Sarah Mitchell, âgée de 45 ans et forte de 30 ans d'expérience dans les opérations spéciales, a dirigé l'enquête sur l'arrestation de Margot, célèbre pour ne jamais abandonner un soldat. Mitchell disposait de ressources et d'un pouvoir qui dépassait les limites du système judiciaire civil, notamment l'accès à des technologies de surveillance militaire, à des réseaux de renseignement et à une équipe d'élite formée aux missions de sauvetage dans des zones hostiles. Les recherches de Mitchell et de son équipe ont révélé des niveaux de corruption et de manipulation dépassant l'imagination de tout observateur. Des écoutes électroniques autorisées ont permis d'enregistrer des conversations entre Paul et Jason, de documenter la falsification de preuves et de révéler le complot qui a conduit à la condamnation injuste de Margot. Pour Mitchell, il s'agissait d'une attaque contre un membre des forces armées américaines, élevant la situation au rang de question de sécurité nationale. La planification du sauvetage a nécessité 3 semaines de préparation minutieuse, au cours desquelles chaque détail a été analysé et perfectionné pour une opération parfaite. Mitchell a constitué une équipe de 8 opérateurs spécialisés dans l'infiltration et l'exfiltration. Jake Morrison, spécialiste des systèmes électroniques, a désactivé les défenses technologiques de la prison. Carlos Rivera, spécialiste du combat silencieux avec plus de 100 missions réussies en territoire ennemi, a dirigé la tactique de l'opération. L'opération s'est déroulée pendant une nuit de tempête intense, les systèmes électroniques de la prison fonctionnant à capacité réduite en raison de problèmes d'alimentation électrique et d'une visibilité compromise par les conditions météorologiques. À 2h43, alors que de nombreux gardes répondaient à une urgence médicale simulée, Morrison a accédé au système de contrôle de la prison et a généré une interruption de 15 minutes pendant laquelle les caméras de l'endroit où se trouvait Margot ne montraient que des enregistrements de couloirs vides. Rivera et son équipe sont entrés dans l'établissement par un tunnel de maintenance qui avait été repéré sur des plans obtenus lors de la phase de reconnaissance de la mission. Se déplaçant comme des ombres dans les couloirs sombres, ils ont atteint la cellule de Margot sans rencontrer de résistance, à l'aide d'équipements qui ont neutralisé silencieusement les serrures et les détecteurs de mouvement. Margot était allongée sur son lit superposé lors d'une de ses nuits d'insomnie lorsqu'elle entendit le léger bruit de la porte s'ouvrir. Au début, elle fut prise de panique, car les agressions contre les prisonniers étaient courantes dans la prison. Cependant, en voyant la silhouette encapuchonnée qui lui faisait signe de les suivre, elle comprit qu'il ne s'agissait pas de criminels ordinaires. Margot Santos, la silhouette a parlé d'une voix basse et autoritaire, qu'elle a reconnue comme étant le fruit d'un entraînement militaire. « Nous avons été envoyés par le commandant Mitchell. Vous avez 12 minutes pour quitter les lieux. » L'exfiltration s'est déroulée avec la précision d'un balai, chaque mouvement étant planifié pour augmenter la vitesse et réduire le risque d'être repéré. Margot a enfilé des vêtements sombres et a utilisé un communicateur, puis a été conduite par un itinéraire planifié pour éviter les zones de surveillance de la prison. Après avoir quitté l'établissement par une sortie de secours désactivée, 3 véhicules non identifiés l'attendaient pour la conduire en lieu sûr. Assise à l'arrière d'un SUV noir qui roulait à toute vitesse sur des routes de campagne vers une destination inconnue, Margot a réalisé que son combat contre l'injustice ne faisait que commencer. Les hommes et les femmes qui ont risqué leur carrière pour la sauver ne l'ont pas fait par sentimentalisme, mais parce que sa situation symbolisait quelque chose de plus grand qu'un cas isolé de corruption. C'était un combat pour la défense des principes qui sous-tendèrent le système militaire et la justice civile, et elle avait désormais le devoir de se battre jusqu'au bout. La transformation de Margot Santos, de victime à prédatrice, était totale
et irréversible, façonné par l'injustice et la colère qui avaient anéanti sa foi dans le système judiciaire américain. Après avoir été sauvée de la prison fédérale de Millbrook, elle a été hébergée pendant 2 semaines dans une installation militaire secrète du Colorado, où elle a planifié une vengeance méticuleuse, comparable aux opérations qu'elle avait menées en tant que tireuse d'élite. L'installation où elle se trouvait n'apparaissait pas dans les registres du gouvernement fédéral, un complexe souterrain moderne dans les Rocheuses, doté d'une technologie de communication militaire de pointe et d'opérateurs d'élite des forces armées américaines. Dans cet environnement de professionnalisme militaire, Margot a trouvé refuge et soutien pour mener à bien une opération de justice personnelle contre Paul Rodriguez et Jason Mitchell pour avoir détruit sa vie. La commandante Sarah Mitchell est devenue plus que l'officier chargé du sauvetage de Margot. Elle est devenue une mentor et une confidente qui comprenait profondément l'importance d'équilibrer la justice lorsque le système échouait. Au cours de conversations nocturnes, les 2 femmes ont élaboré un plan qui utiliserait les ressources militaires et les connaissances de Margot sur les habitudes et les faiblesses des cibles. La cible initiale serait Paul Rodriguez et l'action se déroulerait à un moment et à un endroit qui maximiserait l'impact psychologique et l'efficacité. Après des semaines de surveillance discrète par des militaires spécialisés dans la reconnaissance urbaine, la routine de Paul a été cartographiée, identifiant des schémas qui pourraient être utilisés pour une capture silencieuse. Le Café Damiano Milano, un petit établissement familial situé à un coin de rue très fréquenté, était réputé pour ses croissants frais et son espresso, attirant les professionnels locaux tels que les policiers qui faisaient une pause avant leur service. Paul était devenu un habitué, arrivant à 7h15 tous les mardis et jeudis, toujours à la même table près de la fenêtre, observant la rue tout en buvant son café noir et en lisant le journal local. Le matin du jeudi 27 septembre, Paul a suivi sa routine, avec la précision de quelqu'un qui a trouvé du réconfort dans la prévisibilité après les traumatismes qu'il a subis. Il était satisfait de lui-même ce matin-là, se remémorant sa victoire au tribunal et le sentiment d'avoir obtenu justice. La blessure à la poitrine avait cicatrisé, ne laissant qu'une petite marque qu'il touchait parfois, se remémorant le moment qui avait changé sa vie. Paul ne remarqua pas, en lisant un article sur la criminalité urbaine dans le journal, que 3 hommes en tenue décontractée étaient entrés dans le café juste après lui et s'étaient placés à des endroits stratégiques. Jake Morrison était assis 2 tables derrière lui, ressemblant à un client matinal lambda, consultant ses emails sur son ordinateur portable. Carlos Rivera se tenait près du comptoir, faisant semblant d'étudier le menu des sandwichs affichés au mur. Marcus Chen, le 3e membre de l'équipe, se trouvait à l'extérieur, surveillant la rue à l'aide d'un système de communication qui permettait à tous de rester connectés en temps réel. La capture s'est déroulée avec la précision d'un orchestre militaire. Lorsque Paul s'est levé pour payer l'addition et quitter le café, Morrison s'est approché par derrière et Rivera lui a bloqué la sortie. Paul a senti la pression d'un objet métallique contre ses côtes, une sensation que sa formation de policier lui a permis d'identifier comme étant le canon d'une arme. « Officier Rodriguez », dit Morrison d'une voix basse mais autoritaire, « vous allez nous accompagner tranquillement jusqu'à la sortie. Toute résistance ou tentative d'alerter quelqu'un aura des conséquences indésirables. Nous savons où travaille votre femme, où étudient vos enfants et où votre mère est soignée. C'est simple, coopérez et vous serez le seul à ne pas être blessé. » Le sang de Paul se glaça lorsqu'il comprit qu'il était en train d'être kidnappé par des professionnels qui avaient étudié non seulement lui, mais aussi sa famille. La mention des lieux où se trouvaient ses proches fut un coup psychologique dur qui étouffa toute idée de résistance. Ce n'étaient pas des gens ordinaires, mais des agents entraînés disposant d'informations obtenues grâce à une surveillance militaire prolongée. La marche jusqu'à la voiture dans la rue a été l'une des expériences les plus effrayantes de la vie de Paul. Les ravisseurs avaient planifié chaque geste pour que tout semble naturel, mais pour lui, c'était une marche inévitable vers une destination inconnue et potentiellement mortelle. Le SUV noir se trouvait à 50 mètres du café, mais la distance semblait interminable, alors qu'il était escorté par des hommes compétents qui lui faisaient craindre ce qui allait arriver. Pendant que Paul était capturé, une opération similaire se déroulait au domicile de Jason Mitchell, où le juge corrompu se détendait dans la piscine chauffée de sa propriété de 2 millions de dollars. Jason nageait tous les matins pour soulager le stress lié à ses responsabilités judiciaires. Ce matin-là, il était détendu, satisfait de sa prestation au tribunal et convaincu d'avoir contribué à la justice. L'accès à sa propriété était facilité par l'arrogance qui lui avait permis de corrompre le système judiciaire sans penser aux conséquences. Ses
systèmes de sécurité étaient suffisants pour des criminels ordinaires, mais inadéquats contre des experts en infiltration militaire. Sarah Mitchell dirigeait cette phase de l'opération, considérant la capture de Jae-sung comme une question d'honneur, après avoir découvert sa corruption. En sortant de la piscine pour se diriger vers la zone de repos, Jason a trouvé 4 personnes, en noir, qui l'attendaient. Sa première réaction a été l'indignation face à l'intrusion dans la propriété d'un juge fédéral, mais elle s'est rapidement transformée en terreur lorsqu'il a réalisé que les intrus avaient l'équipement et le comportement de professionnels entraînés militairement. La maison abandonnée dans la zone industrielle de la ville avait été choisie avec la précision militaire typique des opérations de l'équipe de Margot Santos. Située dans un quartier prospère à l'époque de l'industrie automobile américaine, aujourd'hui cimetière de structures délabrées et de rêves brisés, la propriété offrait l'isolement idéal pour l'interrogatoire qu'elle comptait mener. Les murs de briques rouges, marqués par l'abandon, avaient des fenêtres brisées qui laissaient le vent former des bruits sinistres, et l'absence de voisins à des kilomètres à la ronde garantissait que les cris de Paul Rodriguez et Jason Mitchell resteraient privés et sans témoin. Attachés à des chaises métalliques soudées au sol, les 2 hommes responsables de la destruction de la vie de Margot sont désormais confrontés à la peur d'être à la merci de quelqu'un qui avait des raisons et les moyens de leur faire souffrir. Paul essayait de garder son sang-froid après 17 ans dans la police, mais ses mains tremblaient lorsqu'il testait les liens qui le retenaient, lui causant des écorchures aux poignets et lui rappelant son impuissance. Jason avait perdu la dignité judiciaire qui le définissait. Ses vêtements coûteux étaient froissés et sales, et ses cheveux gris étaient ébouriffés, le faisant paraître plus vieux et plus fragile. La prise de conscience que le fait d'être juge fédéral ne le protégeait pas de ceux qui agissaient en dehors de la loi, a provoqué une panique existentielle qui l'a submergé. En attendant le retour de ses ravisseurs, il a tenté de trouver des arguments juridiques pour se sauver, comme si la logique juridique pouvait le protéger de la justice primitive qui approchait. Lorsque Margot entra dans l'entrepôt, elle était accompagnée de 2 membres de son équipe. Ils restèrent silencieux et attentifs. Margot avait une posture qui montrait qu'elle était déterminée et avait un objectif clair. Elle portait des vêtements militaires sombres qui mettaient en valeur son corps athlétique. Elle se déplaçait avec assurance, comme quelqu'un qui avait tout sous contrôle. Elle était très différente de la femme fragile qui avait été enlevée chez elle en pyjama quelques mois auparavant. Ses yeux, lorsqu'ils se posèrent sur les visages des personnes qu'elle avait capturées, brillaient d'une lueur intense. Cette lueur mêlait une joie personnelle et la volonté d'accomplir sa mission. « Messieurs », dit-elle d'une voix qui résonna dans la pièce vide avec une telle clarté que les 2 hommes en furent effrayés. « J'espère que vous avez apprécié ces derniers mois, car à partir de maintenant, votre vie sera très différente de ce qu'elle était auparavant. » Elle s'avança lentement. Elle prenait soin de chaque pas afin d'avoir un effet maximal sur leur esprit. Lorsqu'elle fut suffisamment proche, elle put voir la peur grandir sur leur visage. « 55 000 $, dit-elle en laissant le chiffre flotter dans l'air pendant quelques secondes. Puis elle expliqua. « C'est le prix que j'ai payé pour engager les meilleurs avocats que j'ai pu trouver. Ils m'ont défendu contre les fausses accusations que vous avez portées contre moi. C'est également la somme que vous allez verser sur un compte bancaire à l'étranger, contrôlé par des personnes qui se trouvent ici avec nous. Cette somme est le premier versement d'une dette bien plus importante que vous avez contractée lorsque vous avez décidé de détruire ma vie. » Paul a voulu se défendre et a dit qu'il était innocent, mais Margot l'a fait taire d'un regard qui trahissait toute son expérience de chef de mission, où la vie et la mort dépendaient du respect des règles au bon moment. « Vous parlerez quand je vous le dirai », a-t-elle dit d'un ton froid qui a rendu l'air de l'entrepôt encore plus glacial. « D'ici là, vous écouterez pendant que je vous explique comment les choses vont se passer. En plus du paiement en espèces, a-t-elle poursuivi, continuant son explication méthodique, vous enregistrerez des dépositions détaillées dans lesquelles vous admettrez avoir comploté pour fabriquer des preuves, avoir entravé le cours de la justice et que j'étais totalement innocente des accusations qui ont conduit à mon arrestation et à ma condamnation. Ces aveux seront remis aux personnes qui commanditent tout cela et utilisés pour blanchir mon nom et me permettre de retrouver ma place dans la marine. » Jason, désespéré de conclure un accord, tenta de faire appel à ce qui restait de bon en Margot. « Margot, je comprends que tu sois en colère, mais cela ne servira à rien. Si tu nous libères maintenant, nous pourrons travailler ensemble pour réparer les erreurs qui ont été commises. Je peux revenir sur ma décision et m'assurer que tu obtiendras la justice dont tu as besoin. » Margot répondit par un rire faible et sans joie qui résonna
cela de manière effrayante dans l'entrepôt. La justice est une question qui peut faire référence au concept de traiter les gens de manière égale et équitable. Il s'agit de faire ce qui est juste et équitable pour tout le monde. Elle répéta, comme si ce mot était quelque chose d'étrange qu'elle voyait pour la première fois. Vous auriez pu aider la justice pendant mon procès. Au lieu de cela, vous avez décidé de ne vous occuper que de vos propres intérêts malveillants. Maintenant, vous allez savoir ce qui se passe quand la justice est rendue par quelqu'un qui se moque de la bonté ou du pardon. Face à une situation qu'ils ne pouvaient pas changer, Paul et Jason finirent par accepter de faire tout ce que Margot leur demandait. Les transferts d'argent furent effectués à l'aide de téléphones portables sécurisés pendant qu'ils étaient en prison. Les aveux furent enregistrés avec un équipement de bonne qualité qui garantissait un son clair pour être utilisé plus tard devant la justice. Pendant tout ce temps, Margot est restée calme, tandis que ses prisonniers étaient de plus en plus effrayés. Ils ont réalisé qu'ils avaient affaire à une personne qui avait les compétences et la volonté nécessaires pour mettre à exécution toutes ces menaces. Après plusieurs heures, ils ont été libérés et laissés dans un parking public, loin de l'endroit où ils se trouvaient. Paul et Jason étaient sous le choc. Ils ne comprenaient pas bien ce qui leur était arrivé. Se sentir totalement impuissants face à quelqu'un qu'ils n'avaient pas pris au sérieux a bouleversé toute leur certitude en matière de sécurité. Cela les a surpris et a remis en question leur conviction d'être invulnérables. Mais les jours qui ont suivi ont révélé la véritable nature des personnes avec lesquelles Margot était en relation. Au lieu de respecter les accords qu'ils avaient conclus sous la pression, ils ont décidé d'utiliser leur liberté pour se venger. Dans un élan de présomption et de manque de bon sens qui a impressionné même Margot, qui les croyait plus intelligents, ils sont allés directement voir les autorités. Ils ont raconté tout ce qui s'était passé, pensant que leur dire serait accepté sans réserve. Ils pensaient que Margot serait arrêtée et punie à nouveau. 3 jours après avoir porté plainte, Margot les a appelés depuis un téléphone qui ne pouvait pas être identifié. Sa voix était froide, ce qui a rappelé aux 2 hommes la fragilité qu'ils avaient ressentie auparavant. « Vous avez fait le mauvais choix », a-t-elle déclaré simplement, prononçant chaque mot comme s'il s'agissait d'une sentence. « Vous allez maintenant voir que les conséquences de la rupture de nos accords sont bien plus graves que tout ce que vous avez ressenti jusqu'à présent. » L'action la plus audacieuse et la plus compliquée de Margot Santos a été menée avec la même précision qu'une attaque militaire sur plusieurs fronts. Cette opération a nécessité le travail simultané de 16 spécialistes répartis dans 4 villes différentes. Ce fut une grande démonstration d'organisation et de planification, semblable à l'invasion de pays entiers. Après la trahison de Paul Rodriguez et Jason Mitchell, pendant 72 heures, chaque membre de leur famille a été surveillé toute la journée. Des agents de sécurité ont suivi leurs moindres faits et gestes. Ils ont analysé leur routine et découvert leurs points faibles. Ce travail a été effectué avec le même soin que celui apporté par les militaires lorsqu'ils étudient des cibles très importantes. Carmen Rodriguez, la femme de Paul, a été la première à disparaître. Elle quittait son travail d'infirmière à l'hôpital général de la ville. Elle marchait dans le parking mal éclairé. Elle se dirigeait vers sa Toyota Camry, vieille de 10 ans. C'est alors que 2 hommes, qui semblaient être des techniciens de maintenance, se sont approchés d'elle. Ils portaient des tablettes et des uniformes qui semblaient authentiques. Madame Rodriguez, l'un d'eux lui a posé une question avec un sourire entendu. Ce sourire cachait très bien ce qu'il voulait vraiment. « Nous avons un problème de fuite de gaz dans votre quartier. Nous avons besoin de savoir si vous avez eu des problèmes chez vous. Pouvez-vous nous aider à vérifier rapidement ?» Avant qu'elle n'ait pu bien comprendre la situation étrange, ils l'ont emmenée dans une camionnette blanche. Cette camionnette l'emmenait vers un endroit qu'elle ne reconnaissait pas, même en essayant. Au même moment, Marcus et Sofia Rodriguez, les jumeaux de 17 ans de Paul, étaient appelés à quitter leurs activités extrascolaires. Ces hommes se sont présentés comme des agents fédéraux. Ils menaient une opération de sécurité liée au travail de leur père. Marcus était à la fin de son entraînement de football. Il portait encore son uniforme trempé de sueur et son sac à dos contenant son équipement. 2 hommes qui semblaient être des agents lui ont dit qu'il y avait un problème de sécurité dans la famille et qu'il devait aider rapidement. Sofia est sortie de son cours de piano avec une femme bien habillée. Cette femme a dit qu'elle travaillait pour la division de protection de la famille du FBI. Elle a expliqué qu'il devait emmener Sofia dans un endroit sûr car il y avait des menaces réelles contre sa famille. L'enlèvement de la famille Mitchell a été plus compliqué. Cela montre que le juge avait un statut social plus élevé et que ses relations personnelles et professionnelles étaient plus complexes. Rebecca Mitchell, qui est mariée à Jason et avocate réputée, a été interrompue alors qu'elle déjeunait dans un restaurant chic du centre-ville avec 2 collègues. L'enlèvement s'est déroulé comme une pièce de théâtre. Un homme bien habillé s'est approché de sa table. Il a dit qu'il était agent fédéral et qu'il avait un document
document important concernant une affaire dont son mari s'occupait. Il lui a dit qu'elle devait le suivre immédiatement pour lui donner des informations dont elle avait connaissance en tant qu'épouse d'un juge fédéral. Jennifer Mitchell est une étudiante en droit de 22 ans. Elle étudie dans une université réputée située à 200 km de chez elle. La capturer a été très difficile en raison de la distance et de la sécurité du lieu où elle étudie. L'opération a eu lieu pendant l'une de ses courses matinales autour du lac situé au centre du campus. Deux femmes, qui semblaient être des coureuses, se sont approchées d'elle. Elles lui ont dit qu'elles avaient remarqué des signes d'un problème de santé et lui ont demandé de l'emmener pour qu'elle reçoive rapidement de l'aide dans une clinique médicale mobile située près du campus. L'endroit où toutes les familles se sont retrouvées était un espace que Margot avait déjà utilisé lors de missions militaires secrètes. C'était un lieu destiné à poser des questions, qui avait été aménagé dans un bureau abandonné. Cet espace avait été réaménagé pour être utilisé en cas d'urgence pendant une courte période. Les familles ont été installées dans des pièces différentes, mais confortables. Tous leurs besoins fondamentaux étaient prises en charge. Cependant, elles étaient constamment surveillées. Cela ne laissait aucun doute sur le fait qu'elles étaient prisonnières et non des invités. Les conversations entre les membres des familles sont devenues très difficiles. Cela a accru leur inquiétude et amplifié l'impact émotionnel de leur situation. Lorsque Paul et Jason ont reçu les appels leur annonçant que leur famille avait disparu, ils ont ressenti une peur plus grande que tout ce qu'ils avaient jamais éprouvé auparavant. Pour Paul, qui avait passé de nombreuses années à prendre soin des autres en tant que policier, se rendre compte qu'il était incapable de protéger sa propre famille lui a donné le sentiment d'être un échec. Ce sentiment l'a frappé de plein fouet, comme un coup de poing dans l'estomac. Pour Jason, qui avait l'habitude de résoudre les problèmes en utilisant la justice et son influence politique, se rendre compte qu'aucune de ses méthodes habituelles ne fonctionnait contre des personnes qui agissaient en dehors de la loi a été une leçon douloureuse sur les limites de son pouvoir. Les conversations qui ont suivi ont eu lieu par le biais d'appels téléphoniques sécurisés. Margot appelait à chaque fois depuis des endroits différents. Ainsi, ni Paul ni Jason ne pouvaient suivre sa trace ou savoir quand elle allait appeler. Au cours de ces conversations, sa voix était calme et professionnelle. Cela contrastait fortement avec la peur qui transparaissait dans les autres voix. Cette différence montrait clairement qui avait le contrôle de la situation. Maintenant, vous allez apprendre ce que c'est que d'avoir votre vie ruinée par des gens qui ont du pouvoir sur vous, a-t-elle déclaré la première fois qu'elle a parlé, en prenant soin de bien faire comprendre chaque mot avant de continuer. Vos familles sont en sécurité, mais leur sécurité dépend uniquement de votre capacité à suivre toutes mes instructions au moment où je vous les donne, sans poser de questions ni émettre de doutes. Cette fois-ci, ces exigences étaient plus détaillées et plus humiliantes que lors du premier enlèvement. En plus de faire des déclarations publiques à la télévision où ils reconnaîtraient leur corruption devant tout le pays, Margot leur demandait de se rendre personnellement dans des commissariats spécifiques et de se livrer à la police. Cela mettrait fin à leur carrière et à leur réputation de manière définitive et irréversible. Ils avaient 48 heures pour s'exécuter. Passé ce délai, les conséquences pour leur famille seraient de plus en plus graves et irréversibles. Lorsque Paul et Jason ont dû choisir entre conserver leur liberté ou protéger les personnes qu'ils aimaient le plus, ils ont réalisé que le pouvoir et l'autorité ne valaient rien face à la possibilité de perdre leur famille. Les déclarations faites ont été diffusées en direct par les plus grandes chaînes d'information. Cela a provoqué un énorme scandale dans le pays. L'affaire a fait la une des journaux pendant plusieurs semaines. Elle a également donné lieu à des enquêtes gouvernementales sur la corruption dans le système judiciaire. La nouvelle audience devant le tribunal a été le moment où justice a enfin été rendue. Margot a non seulement été totalement innocentée, mais également officiellement reconnue comme victime d'un complot criminel ourdi par d'autres personnes. Paul et Jason ont été condamnés à 7 ans de prison chacun. Ils ont été punis pour avoir tenté d'entraver la justice, pour avoir falsifié des preuves et pour avoir tenté de faire passer un officier de l'armée pour coupable. Margot a vu avec joie les hommes qui avaient tenté de la détruire portaient désormais l'uniforme des prisonniers. Elle a assisté à la décision du juge avec un sentiment de satisfaction. Ce sentiment était le fruit de mois de souffrance et de mépris qu'elle avait endurés. Le transfert vers la prison fédérale de haute sécurité, où Paul Rodriguez et Jason Mitchell étaient incarcérés, a été le dernier acte important d'une histoire. Cette histoire a changé Margot Santos. Elle est passée du simple fait d'obéir aux ordres à une force qui luttait pour la justice à sa manière et selon ses propres règles. Elle
Elle portait un uniforme militaire très bien coupé. Ce costume montrait qu'elle avait retrouvé sa place importante dans la marine. Elle marchait dans les couloirs de la prison avec confiance. Cette confiance était celle de quelqu'un qui avait déjà affronté de grands problèmes et en était sorti victorieux. À chaque pas, le bruit résonnait sur les murs en béton, montrant qu'elle avait vaincu les systèmes qui avaient tenté de la détruire. La salle de visite de la prison était un endroit sans vie et lourd. Les murs étaient d'un vert clair, qui semblait avoir été choisi pour éliminer toute trace d'humanité de l'espace. Des tables métalliques fixées au sol séparaient les personnes qui rendaient visite aux prisonniers. Des gardes armés surveillaient tout à travers les caméras de sécurité et aussi directement. Cela créait une atmosphère de contrôle total qui rappelait à Margot le temps où elle avait été injustement emprisonnée quelques mois auparavant. Elle percevait l'ironie de la situation. À présent, elle se trouvait du côté sûr, derrière une vitre épaisse. Pendant ce temps, les hommes qui avaient planifié sa chute l'observaient à travers les barreaux. Ces barreaux symbolisaient leur propre destruction. Paul arriva le premier. Il portait l'uniforme orange des prisonniers. Cet uniforme avait remplacé son uniforme bleu de policier. L'uniforme bleu avait déjà montré qui il était et quel était son objectif dans la vie. Les mois passés en prison avaient beaucoup affecté son apparence. Il avait beaucoup maigri. Ses épaules étaient voûtées, comme s'il se sentait vaincu, contrairement à l'attitude forte qu'il avait auparavant. Ses yeux montraient une profonde fatigue, comme s'il avait vraiment pris conscience de tout le mal que ses actions avaient causé. Quand il s'assit de l'autre côté de la table et regarda Margot à travers la vitre qui les séparait, elle vit le reflet de sa propre expérience du système judiciaire. Elle se souvint de l'humiliation, de la colère et du sentiment d'impuissance face à des choses qui semblaient trop difficiles à affronter. « Vous devez être très contente de vous, » dit Paul. Sa voix trahissait le mécontentement qu'il ressentait après avoir passé des mois à réfléchir aux décisions qui l'avaient conduit là. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait. Elle l'avait vu triste. Sa carrière était finie. Sa famille avait été blessée par ce qu'elle avait vécu. « J'espère que la vengeance que vous préparez aura un résultat positif. » Margot le regarda pendant quelques secondes avant de répondre. Elle remarqua les changements dans son apparence et son comportement. Elle prêta attention à ces détails, comme elle le faisait lorsqu'elle observait les cibles de ses missions. « Cela n'a jamais été une question de vengeance, » dit-elle finalement, d'une voix calme après des mois de réflexion. « Il s'agissait de justice. Toi et Jason avez pensé que vous pouviez détruire la vie de quelqu'un qui ne vous avait rien fait pour servir vos propres intérêts mal placés. Je vous ai simplement obligé à assumer les conséquences de vos choix. » Jason Mitchell arriva quelques minutes plus tard. Il était accompagné de 2 gardes qui le conduisirent à une table voisine. De là, il pouvait entendre la conversation, mais ne pouvait pas y participer directement. Le changement qu'il avait subi était plus impressionnant que celui de Paul. L'homme qui dirigeait autrefois un tribunal fédéral avec un pouvoir absolu semblait désormais faible et petit. Ses cheveux gris étaient devenus complètement blancs. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il s'asseyait et essayait de conserver un peu de la dignité qu'il avait perdue lors de ses aveux à la télévision. « Vous vous êtes attaqué à la femme noire qu'il ne fallait pas, » a déclaré Margot en regardant Paul et Jason. Elle a fait en sorte que chaque mot reflète tout ce qu'elle avait traversé et surmonté. « Vous pensiez pouvoir me faire peur, me faire taire et me blesser simplement parce que je suis une femme noire. Vous pensiez que je n'aurais pas la force ou la volonté de me défendre. C'est ce qui arrive quand le racisme rencontre une personne qui refuse de se soumettre. » Au cours de l'heure qui a suivi, Margot leur a expliqué comment elle avait planifié chaque étape de sa chute. Elle a parlé de l'enquête de l'armée qui a révélé la corruption de ses supérieurs, puis de l'opération difficile qui l'a amenée à faire ses aveux. Elle a raconté comment elle s'était servie d'amis dans l'armée pour obtenir des preuves que le système civil n'avait pas vues. Elle a parlé de la manière dont elle avait organisé des actions qui ressemblaient à des campagnes militaires menées dans d'autres pays. Elle a également expliqué comment elle s'était assurée que chaque étape de sa vengeance était légale et acceptable selon les règles de l'armée. Mais même au sommet de son succès, Margot a commencé à ressentir quelque chose d'inattendu. Elle n'éprouvait aucun regret pour ce qu'elle avait fait. Elle a pris conscience à quel point sa quête de justice avait profondément changé qui elle était en tant que personne. Les moyens qu'elle avait utilisés pour vaincre Paul et Jason l'avaient rendue plus forte et plus impitoyable. Ce changement a été important pour sa survie, mais il a également causé des problèmes dans son esprit qu'elle commençait à mieux comprendre. Lorsqu'elle est sortie de prison et a repris sa nouvelle vie, Margot a réfléchi à ce qu'elle avait appris pendant ces mois difficiles. Elle aurait pu trouver des moyens moins radicaux de rendre justice. Elle aurait pu utiliser des méthodes qui ne l'auraient pas transformée en une chasseuse aussi douée que ses propres ennemis. En tant que tireuse d'élite dans la marine, elle avait appris à utiliser la force nécessaire pour faire face aux menaces. Lorsque le système officiel n'avait pas réussi à la protéger, elle avait utilisé ce même principe dans un contexte
combat personnel qui dépassait le cadre des batailles habituelles. 30 jours plus tard, alors qu'elle pensait avoir tourné la page sur cette période difficile de sa vie, la police sonna à nouveau à sa porte. Les enquêtes sur les enlèvements qu'elle avait organisés l'ont finalement rattrapée. Cela s'est produit à cause de preuves et de témoignages que ses propres actions prudentes avaient involontairement laissées derrière elle. La situation était très triste. Pour s'assurer que Paul et Jason soient punis pour leurs erreurs, elle a fini par commettre ses propres erreurs. Maintenant, elle devait également être punie. Le procès qui s'ensuivit fut la preuve que la justice peut être rendue et retiré en même temps. Même si Paul et Jason étaient en prison et que leurs propres aveux prouvaient l'innocence de Margot, elle devait désormais faire face à des peines pour enlèvement, pression et direction de groupes criminels. Lorsque Paul et Jason ont été condamnés à 2 ans de prison, la joie qu'ils ont affichée dans leur cellule était un triste rappel que le cycle de la vengeance ne se termine presque jamais par la véritable justice. Pendant son séjour en prison, Margot a passé de nombreuses heures à réfléchir aux décisions qu'elle avait prises et aux options qu'elle n'avait peut-être pas envisagé. J'aurais peut-être dû faire davantage confiance au système militaire dès le début. J'aurais pu utiliser les voies officielles pour dénoncer la corruption à laquelle j'étais confronté. Elle aurait peut-être trouvé des moyens d'obtenir justice sans devenir la personne qu'elle s'était jurée de combattre pendant son service dans l'armée. 1 an plus tard, grâce à des amis de la marine qui savaient qu'elle était innocente et connaissaient les difficultés qui l'avaient poussée à agir ainsi, Margot a pu sortir de prison plus tôt que prévu. 6 mois après sa libération, elle a repris son poste de chef de la sécurité dans la marine. Elle en savait désormais davantage sur les difficultés du système judiciaire, mais elle croyait toujours aux principes qui avaient guidé sa carrière militaire. Les années de stress physique et émotionnel, les entraînements militaires rigoureux qui ont aidé son corps à supporter des situations difficiles et les nuits sans sommeil en prison ont causé beaucoup de dommages à ses articulations et à ses muscles. Elle avait constamment mal au dos. Cela lui rappelait chaque mission risquée, chaque moment où elle avait dû se mettre en position de tir et tout le stress physique et émotionnelle qu'elle avait endurée. Mais elle a trouvé des moyens de gérer cette douleur. Ainsi, elle ne l'a pas laissé entraver sa capacité à continuer à suivre les principes auxquels elle croyait. Paul Rodriguez et Jason Mitchell purgeaient toujours leur peine lorsque Margot a repris le cours de sa vie. Elle pensait parfois à eux, mais ce n'était pas avec joie ou colère. Elle pensait avec tristesse à la façon dont les choses peuvent déraper. Cela arrive lorsque les gens ne voient pas l'humanité qui existe en chacun d'eux. La Lamborghini rouge qui avait été à l'origine de toute cette histoire était garée dans son garage. Elle se souvenait à quel point la chance pouvait soudainement tourner au drame à cause des préjugés et de la jalousie. Elle repensa à ces nuits plus tranquilles. La véritable victoire n'était peut-être pas d'avoir mis fin à la vie des hommes qui voulaient lui faire du mal. Ce qui importait vraiment, c'était d'être sorti de cette expérience avec une meilleure idée de la façon dont la justice véritable n'est pas toujours facile ni bonne. Parfois, gagner ne signifie pas s'en sortir indemne. Gagner peut signifier devenir plus fort, plus intelligent et plus attaché aux valeurs qui révèlent qui vous êtes vraiment. Cela arrive même lorsque tout autour de vous semble vouloir vous faire renoncer à ces valeurs. L'histoire de Margot montre que même les guerriers les plus forts traversent des épreuves qui mettent leur force à l'épreuve. Au cours de nombreuses années d'entraînement militaire intensif, de missions risquées et de combats importants pour la justice, elle a souffert de douleurs au dos et aux articulations. Ces douleurs auraient pu briser sa volonté de continuer. Tout comme elle a trouvé un moyen de gérer ces douleurs sans compromettre ses objectifs, vous pouvez vous aussi bénéficier de cette liberté. Si vous souffrez de douleurs fréquentes au dos ou aux articulations qui vous empêchent de vous battre pour vos rêves, il est temps de faire un choix qui pourrait transformer votre vie pour toujours. Balmorex Pro est la nouvelle solution que de nombreuses personnes ont déjà trouvée pour mettre fin à ces douleurs qui vous privent de votre énergie, de votre concentration et de votre envie de faire les choses. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin sans cette douleur dans le dos que vous ressentez depuis des années. Imaginez-vous pouvoir vous consacrer entièrement à vos projets sans être gêné par des choses qui vous enlèvent l'envie de faire quoi que ce soit. Imaginez-vous avoir la même force physique et mentale que Margot a démontré lors de sa randonnée. Elle était concentrée, déterminée et sans limite. Ne laissez pas la douleur être un obstacle à votre réussite. Rendez-vous dès maintenant sur le site officiel de Balmorex Pro et assurez votre changement. Des milliers de personnes ont déjà changé leur vie. C'est maintenant votre chance de mettre un terme à votre lutte contre la douleur. Votre avenir sans limite commence par un choix courageux aujourd'hui.